1 an, 6 mois et 9 jours. C'est le temps exact qu'il a fallu à l'Ukraine pour planifier cela. Des drones détruisant des bombardiers stratégiques russes en Sibérie, à plus de 4000 km de la frontière ukrainienne. Les Russes appellent à cette attaque notre Pearl Harbor. Voici l'histoire de l'opération Toile d'araignée, la mission militaire la plus audacieuse jamais réalisée pendant toute la guerre. Une opération dont la planification a commencé en novembre 2023 et qui a changé à jamais les règles du jeu. Imaginez un instant la complexité de ce dont nous parlons. L'Ukraine, un pays en guerre, a réussi à infiltrer des agents sur le territoire russe, à positionner du matériel à des milliers de kilomètres de distance et à attaquer simultanément 5 bases aériennes réparties dans des régions allant de l'Arctique à la Sibérie profonde. Nous parlons d'une opération qui a couvert une zone plus grande que toute l'Europe occidentale. La planification de cette mission a été dirigée par le chef du service de sécurité de l'Ukraine, le lieutenant-général Vassil Maliuk, sous la supervision directe du président Volodymyr Zelensky. Pendant 18 mois, des équipes ukrainiennes ont étudié chaque détail des bases russes, cartographié les itinéraires de sécurité, identifié les vulnérabilités et, plus impressionnant encore, établi un réseau d'opérations à l'intérieur du territoire russe. Zelensky lui-même a fait une déclaration impressionnante, difficile à croire. Il a affirmé que le service secret ukrainien avait établi un bureau opérationnel juste à côté du service fédéral de sécurité russe, l'équivalent de la CIA américaine, dans l'une des régions de la Russie. Si cela est vrai, cela représente l'un des exploits de renseignement les plus audacieux de l'histoire militaire moderne. Mais comment ont-ils exactement fait cela ? Eh bien, le génie résidait dans la simplicité. Les Ukrainiens ont développé ce que l'on peut appeler un cheval de Troie moderne. Ils ont caché 117 drones de type First Person View à l'intérieur de structures, qui ressemblaient à des chalets en bois préfabriqués et montés sur des camions commerciaux ordinaires. Pensez à l'audace de cette stratégie. Des camions transportant ce qui semblait être des constructions en bois circulaient librement sur les routes russes, passaient par des postes de contrôle, traversaient des villes et se positionnaient à proximité de certaines des bases militaires les plus importantes du pays. Personne n'a rien soupçonné. Mais ces drones n'étaient pas des drones ordinaires. Chacun des 117 drones avait son propre pilote humain, prêt à le piloter à distance. Certains rapports indiquent que ces drones ont été entraînés à l'aide de l'intelligence artificielle afin de pouvoir reconnaître spécifiquement les aéronefs de l'ère soviétique. Et pour ce faire, les Ukrainiens se sont servis comme référence de certains modèles de ces aéronefs qui étaient exposés dans des musées ukrainiens. Au moment précis prévu, les compartiments des camions ont été ouverts à distance et les drones ont décollé simultanément dans 5 régions différentes de la Russie. Imaginez la coordination nécessaire pour synchroniser des attaques dans des fuseaux horaires différents contre des cibles séparées par des milliers de kilomètres. Et voici un élément fascinant de cette histoire. Les cibles n'ont pas été choisies au hasard. Les Ukrainiens ont visé le cœur de la force aérienne stratégique russe. Parmi les cibles figuraient les bombardiers Tu-95 connus de l'OTAN sous le nom de Bear, qui sont des avions intercontinentaux capables de transporter des missiles de croisière nucléaires. Il y a aussi les Tu-22M3 appelés Backfire, qui sont des bombardiers supersoniques que la Russie a utilisés intensivement pour attaquer des villes ukrainiennes. Mais la cible la plus précieuse parmi elles étaient les avions A-50, connus sous le nom de Mainstay. Ce sont les avions de contrôle et d'alerte avancée de la Russie, équivalents aux Airborne Warning and Control System américains. La Russie possède moins de 10 de ces avions en service, et chaque perte représente un énorme trou dans sa capacité à coordonner les opérations aériennes. Ce qui rend ces attaques encore plus dévastatrices, c'est que ces avions sont littéralement irremplaçables.
La plupart ont été construits à l'époque soviétique, et leurs chaînes de production ont été fermées il y a des décennies. Avec les sanctions internationales limitant l'accès de la Russie à des composants avancés, réparer ou remplacer ces avions est devenu pratiquement impossible. Regardez maintenant à nouveau les images qui ont circulé après l'attaque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles montrent un détail qui est presque comique. Certains de ces avions, valant des dizaines de millions de dollars, étaient protégés par des pneus de voiture empilés sur les ailes et le fuselage. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative rudimentaire de tromper les systèmes de visée ou d'offrir une protection contre les éclats. Et évidemment, cette protection improvisée s'est révélée complètement inutile face à des drones pilotés manuellement, avec des pilotes humains visant des points précis. La base aérienne de Belaya, dans la région d'Irkoutsk, en Sibérie, a été touchée à plus de 4300 km de la frontière ukrainienne. C'était la première fois depuis le début de la guerre que l'Ukraine parvenait à attaquer la Sibérie. Des analyses d'images satellites ont confirmé des dégâts importants sur au moins 7 appareils sur cette base, dont des bombardiers Tu-90, Tu-5 et Tu-22, sur la base d'Olenia, dans la région de Mourmansk, dans l'Arctique russe, à environ 1800 km au nord de l'Ukraine. Des analyses vidéo ont confirmé des dégâts sur 5 appareils, dont 4 bombardiers Tu-95. Cette base avait été choisie par les Russes, précisément parce qu'elle était éloignée du conflit, supposément hors de portée de l'Ukraine. 3 autres bases ont également été attaquées. À Diaghilevo, dans la région de Ryazan, des explosions ont été confirmées par le gouverneur local, avec des fragments de drones atteignant même des immeubles résidentiels à proximité. La base d'Ivanovo-Severn, qui avait déjà été attaquée auparavant en mai, a subi de nouveaux dégâts. Seule l'attaque prévue contre la base d'Ukraïnka, dans l'extrême-orient russe, a échoué lorsque le camion transportant les drones a explosé avant d'atteindre la cible. Maintenant, en parlant de l'impact de ces attaques, les chiffres officiels varient considérablement selon la source. L'Ukraine affirme avoir endommagé ou détruit plus de 40 aéronefs, causant des pertes d'environ 7 milliards de dollars. La Russie, de son côté, a seulement admis que quelques aéronefs ont pris feu sur 2 bases, mais elle insiste sur le fait que les incendies ont été rapidement maîtrisés. Des analyses indépendantes, utilisant des images satellites, ont confirmé des dommages sur au moins 13 aéronefs lors des premières évaluations, un nombre qui augmentera probablement à mesure que de nouvelles preuves apparaîtront. Mais, même si le nombre réel se rapproche davantage des confirmations indépendantes que des allégations ukrainiennes, l'impact est dévastateur. Pour comprendre l'ampleur du succès ukrainien, considérez ceci. Les 117 drones utilisés ont coûté, selon les estimations, moins de 100 000 $ au total. Si les dégâts atteignent réellement près des 7 milliards allégués par l'Ukraine, on parlerait alors du meilleur rapport coût-bénéfice de l'histoire militaire. Même en considérant des chiffres plus conservateurs, cela resterait un retour sur investissement astronomique. Le timing de cette opération n'était pas non plus une coïncidence. Ces attaques ont eu lieu exactement un jour, avant une nouvelle série de négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul, en Turquie. C'était une démonstration calculée de force, un message clair que l'Ukraine ne négociait pas à partir d'une position de faiblesse. Lors des négociations qui ont eu lieu le lendemain des attaques, le président turc Erdogan a commenté que le simple fait que les discussions aient eu lieu malgré l'incident de la veille, était déjà une réussite. Les délégations ont réussi à s'accorder sur quelques échanges de prisonniers et de corps de soldats, mais aucun cessez-le-feu n'a été établi. Mais l'opération Toile d'araignée ne s'est pas déroulée isolément. Tout ce week-end-là a été marqué par une escalade brutale des deux côtés. Presque simultanément aux attaques ukrainiennes, la Russie a lancé l'une des plus grandes offensives aériennes de toute la guerre.
472 drones et 7 missiles balistiques ont été lancés contre le territoire ukrainien. C'était peut-être la plus grande attaque de drones de la guerre jusqu'à ce moment-là. De plus, des ponts ferroviaires et routiers dans les régions russes de Briansk et de Koursk se sont effondrés, provoquant le déraillement de trains. Lors de l'incident de Briansk, 7 personnes sont mortes lorsqu'un pont s'est effondré directement sur un train de passagers, blessant plus de 100 personnes. Bien que personne n'ait revendiqué la responsabilité, l'emplacement stratégique de ces ponts et le timing suggéraient une coordination avec l'opération principale. L'impact psychologique en Russie a été immense. Les blogueurs militaires russes, qui sont souvent des critiques féroces de tout signe de faiblesse, ont décrit l'attaque comme un jour sombre pour la force aérienne russe. Certains sont même allés jusqu'à comparer le choc et la surprise à l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en 1941. Mais plus important encore, l'opération a mis en évidence des vulnérabilités fondamentales dans le système de défense russe. Si des drones relativement petits peuvent être placés près de bases stratégiques et attaquer des aéronefs valant des dizaines de millions de dollars, cela signifie que toute la doctrine de sécurité doit être repensée. La Russie fait maintenant face à un terrible dilemme. Pour protéger correctement toutes ses bases militaires, ses installations stratégiques et ses infrastructures critiques réparties sur le plus grand pays du monde en superficie, elle devra détourner d'énormes ressources du front en Ukraine. Et c'est exactement ce type de pression que la guerre asymétrique cherche à créer. Tous les agents ukrainiens impliqués dans l'opération à l'intérieur du territoire russe ont été exfiltrés en toute sécurité, selon les autorités ukrainiennes. Si cette information est vraiment vraie, cela signifie que l'Ukraine a non seulement réussi à mener l'opération, mais dispose également de routes d'évasion et de réseaux de soutien sophistiqués opérant à l'intérieur de la Russie. La sophistication de l'opération a surpris même les alliés ukrainiens. Des sources américaines ont révélé que les États-Unis n'avaient pas été informés à l'avance de l'attaque, malgré la coopération étroite en matière de renseignement entre les deux pays. Un haut responsable du Pentagone a décrit l'opération comme démontrant un niveau de sophistication que les États-Unis n'avaient jamais vu auparavant de la part de l'Ukraine. Cela montre que l'Ukraine a beaucoup évolué pendant la guerre. Ils ont appris à planifier et à exécuter des opérations sophistiquées par eux-mêmes, sans dépendre totalement des pays alliés. C'est une indépendance militaire qui n'existait pas au début du conflit. Peter Dickinson, spécialiste du Atlantic Council, a bien résumé l'impact de cette opération en disant « La plus grande implication est que l'Ukraine a démontré qu'elle a la capacité d'organiser des attaques complexes et sophistiquées à l'intérieur de la Russie. Désormais, les Russes devront prendre des précautions et des mesures de sécurité sérieuses dans tout le pays. Comme vous pouvez le voir, la guerre en Ukraine est devenue un laboratoire d'innovation militaire, et l'opération Toile d'araignée a peut-être été son expérience la plus réussie jusqu'à présent. Elle a prouvé que, parfois, l'arme la plus puissante n'est pas le missile le plus cher, ou le char le plus avancé, mais bien la capacité humaine à planifier et à créer des solutions au milieu de tant d'adversité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce type d'attaque avec des drones va obliger la Russie à repenser complètement sa stratégie de défense? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine!